Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons comme d'habitude avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre revue de presse avec le quotidien Le Monde, d'où nous avons tiré cette nouvelle. Addis Abeba a annoncé samedi dernier que l'armée fédérale avait pris le contrôle de Mekele, la capitale régionale du Tigré, désignée comme l'offensive ultime de l'opération militaire entamée il y a 3 semaines dans cette région dissidente du nord de l'Éthiopie. Dans un premier temps, Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a annoncé que l'armée était entrée dans cette ville dont l'aire urbaine comptait quelques 500 000 habitants avant le début du conflit. Nous avons réussi à entrer dans la ville de Mekele sans que d'innocents civils ne soient ciblés, a déclaré M. Abiy dans un communiqué diffusé par la télévision éthiopienne. Et enchaînons notre tournée de presse avec l'Orient le jour. Plus de 120 membres de la Chambre des représentants libyenne se sont engagés samedi au Maroc à mettre fin aux divisions qui minent leur pays en commençant par réunir le Parlement élu dès leur retour en Libye, selon une déclaration finale. La Chambre des représentants ne s'est pas réunie depuis 2 ans. Il s'engage à organiser des élections législatives et à terminer la phase de transition le plus rapidement possible, tandis qu'une session réunissant l'ensemble des membres de la Chambre des représentants doit être organisée dès le retour en Libye. Et enchaînons avec la RFI, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé dans la nuit de samedi à dimanche 29 novembre que le résultat provisoire des élections législatives a déclaré ces résultats. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président réélu, Rochmark Christian Kaboré, obtient 56 députés. Mais il n'a pas la majorité absolue fixée à 64 sièges. Cela signifie qu'il devra compter sur les autres partis de l'Alliance des partis pour la majorité présidentielle. Toujours à la RFI, nous lisons, après une première prise de contact officiel il y a 2 semaines entre le président réélu Alassane Ouattara et le meneur de l'opposition Henri Konan Bédié, les négociations pour la résolution de l'actuelle crise politique sont à l'arrêt. Face au silence des deux côtés, les jeunes militants des différents partis d'opposition se sont exprimés ce vendredi pour assurer que le mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 novembre dernier est toujours en vigueur. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au sud du Soudan où il a rencontré son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Les deux dirigeants ont passé au crible plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun, outre les déclarations de coopération entre Juba et le Caire et les moyens de les renforcer à tous les niveaux. Il s'agit de la première visite d'un dirigeant égyptien à Juba depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une séance de pourparlers avec le président du Soudan du Sud au palais républicain à Juba, suivie d'une session de discussion élargie en présence des délégations des deux pays. Le président Salva Kiir a salué la visite du président el-Sisi au Sud-Soudan, qu'il a qualifiée d'historique, car c'est la première du genre depuis l'indépendance du pays. Il a exprimé l'appréciation de son pays pour les relations de coopération étroite avec l'Égypte, louant ses efforts sincères, contribuant largement à la restauration de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud en fournissant tous les moyens de soutien et d'aide humanitaire.
Le président Kiir a affirmé qu'il existe plusieurs aspects pour développer la coopération entre les deux pays frères dans de nombreux domaines, notamment sur le plan économique. Signalons l'activité des entreprises égyptiennes à Juba et leur contribution aux efforts de développement. Il a exprimé l'inspiration de son pays à accroître l'activité du secteur privé égyptien dans le Soudan du Sud. Il a également exprimé son appréciation pour le soutien technique et les programmes du développement des capacités humaines et de formation fournis par l'Égypte ces dernières années au cadre sud-soudanais dans divers domaines civils et militaires, ce qui reflète la profondeur des relations bilatérales. Le porte-parole de la présidence égyptienne a déclaré que le président El-Sisi a de son côté exprimé sa joie de se rendre pour la première fois au Soudan du Sud, soulignant que cette visite s'inscrit dans le cadre d'approfondissement des relations distinguées de coopération bilatérale entre les deux pays frères. Le président El-Sisi a également affirmé la volonté de l'Égypte de transférer l'expertise égyptienne et de fournir un soutien technique via des programmes de renforcement des capacités pour les cadres sud-soudanais dans les divers secteurs. Le président El-Sisi a affiché également l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération bilatérale et à soutenir les efforts de développement, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'irrigation, de l'infrastructure et de l'énergie. Et en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a passé en revue l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays, appréciant dans ce contexte les initiatives égyptiennes dans les divers forums internationaux et régionaux pour expliquer les grands défis auxquels le Soudan du Sud est confronté. À cet effet, le président Kiir a souligné l'importance de soutenir la stabilité et la réconciliation nationale dans le pays et exhorté la communauté internationale à honorer ses engagements à cet égard. Pour sa part, le président El-Sisi a affirmé le soutien total et illimité de l'Égypte aux efforts déployés par le gouvernement sud-soudanais pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays, indissociable de la sécurité nationale égyptienne. Le président El-Sisi a souligné l'importance de tirer parti de la volonté nécessaire de toutes les parties prenantes pour continuer à appliquer les clauses de l'accord de paix. Les deux dirigeants ont également examiné plusieurs dossiers importants sur la scène régionale, notamment dans le bassin du Nil et la Corne de l'Afrique. Les discussions ont reflété une convergence de points de vue entre les deux parties qui se sont dites favorables au renforcement de l'action africaine commune pour relever les grands défis auxquels fait face le continent dans son ensemble. Les présidents El-Sisi et Kiir ont convenu d'intensifier les réunions bilatérales tenues périodiquement entre les hauts responsables des deux pays pour poursuivre les consultations et maintenir la coordination face aux développements successifs en bordure des deux pays. Dans ce contexte, le président El-Sisi a salué les efforts du président Kiir qui ont abouti à la signature de l'accord de paix entre Juba et Khartoum en octobre dernier. Les deux dirigeants ont également examiné la question des eaux du Nil et l'évolution des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance. À cet effet, le président El-Sisi a souligné l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant mais équilibré sur le remplissage et le fonctionnement du barrage à la lumière des intérêts des trois pays et de manière à réaliser les aspirations de leur peuple. C'était donc l'appel à la prière et enchaînant cette édition de notre programme Autour du monde avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu une séance de pourparlers avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir à Juba, suivi des pourparlers élargis aux délégations des deux pays. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne l'ambassadeur Ali El-Hefni qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonjour Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ali El-Hefni. Bonjour madame. Bonjour. Tout d'abord, il y a de larges perspectives pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ces domaines. Écoutez, à partir de l'année 2011 et juste après la proclamation de la République sud-soudanaise, après avoir également établi des relations diplomatiques entre les deux pays, ouvert une mission diplomatique, nommé un ambassadeur, on s'était mis au travail, les deux gouvernements. Et à partir de là jusqu'à maintenant, il y avait un très grand effort qui a été
fait par les deux gouvernements afin de donner de l'élan à nos relations bilatérales. Et c'est pourquoi cette visite du président, elle vient pour couronner tous ces efforts qui ont été déployés. Il y a presque il n'y a pas de domaine dans le cadre duquel nous avons établi une bonne coopération, que ce soit au niveau politique, sécuritaire, militaire, dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, la pisciculture, et il y a d'autres domaines, de nombreux domaines que les deux gouvernements s'étaient efforcés d'établir une coopération, une bonne coopération dans ce cadre. C'est pourquoi les relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud sont devenues vraiment exemplaires au niveau africain. Ça a constitué une très bonne base sur laquelle nous pouvons nous baser pour donner davantage de l'élan pour nos relations futures. Oui. Monsieur l'ambassadeur Ali El-Hifni, nous vous remercions infiniment pour cette analyse. Et enchaînant avec le bilan des dernières attaques de Boko Haram qui s'alourdit au Nigeria. Des terroristes ont ligoté et égorgé des agriculteurs qui travaillaient dans des rizières non loin du village de Kochobé, dans l'état de Bordeaux, faisant au moins 110 morts. Les détails avec Dalia Karam. Au moins 110 civils ont été tués samedi 28 novembre par des terroristes présumés de Boko Haram dans un champ du nord-est du Nigeria, selon un bilan communiqué dimanche par l'ONU, ce qui en fait une des attaques les plus meurtrières dans cette région, en proie à une sanglante insurrection terroriste. Cette attaque s'est produite dans une rizière située à moins de 10 km de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno, au moment où se déroulaient samedi les premières élections locales organisées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram dans cette région en 2009. Le responsable d'un groupe d'autodéfense pro-gouvernemental a estimé que c'était sans aucun doute l'œuvre de Boko Haram qui opérait dans la région et attaque fréquemment les agriculteurs. Le communiqué de l'ONU, lui, ne mentionne pas pour sa part le groupe terroriste. Les corps des victimes ont été transférés dans le village de Zabarmari, à 2 km de la rizière. Ils devraient être enterrés dans la journée de dimanche. En octobre, les combattants de Boko Haram avaient égorgé 22 agriculteurs qui travaillaient dans les champs situés non loin de Maiduguri en 2 attaques séparées. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a condamné samedi soir le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes dans un communiqué. Il a ajouté que le pays entier a été blessé par ces assassinats insensés. Les attaques attribuées à Boko Haram et à la faction dissidente rivale Daesh en Afrique de l'Ouest y swappent ciblent de plus en plus fréquemment des bûcherons, éleveurs et pêcheurs. Ils les accusent d'espionner et de transmettre des informations aux militaires et milices qui combattent les violences terroristes dans la région. Plus de 36 000 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, où plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Chaque année, le 25 novembre, a lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et à cette occasion, une photographe nigériane a photographié ces femmes victimes de violences dans un cri dessiné afin d'éliminer ce fléau. Et je vous laisse avec ce commentaire signé Shamseneli. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Au revoir. Ces images avaient choqué le monde. En 2014, les filles de Chibok étaient devenues un symbole de violence faite aux femmes au Nigeria. 6 ans sont passés, mais les violences, elles, sont toujours très importantes dans le pays. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, la photographe Etinosa Yvonne a photographié ces femmes victimes de violences. C'était comme mettre à l'écrit ce qu'elles traversent et la façon dont cela a un effet sur leur santé mentale, explique Etinosa Yvonne. Elles ne comprennent pas ce qu'elles traversent.
Elles savent qu'elles reçoivent une aide psychologique. Mais parce qu'elles ne peuvent pas le contextualiser, elles subissent ce qu'elles vivent et essayent de comprendre ce qui se passe au jour le jour. Les problèmes d'estime de soi sont très présents et elle a remarqué que beaucoup n'ont pas confiance en elles. Et cela les empêche de tenter quoi que ce soit, d'essayer de sortir de cette situation dans laquelle elles se trouvent. Les problèmes de santé mentale sont encore tabous dans la société, mais récemment, l'activisme d'une frange plus jeune de la population a permis de remettre sur table ces blessures trop longtemps ignorées. Ça a été un sujet tabou et les gens qui ont des problèmes se voient dire « Oh, tu es folle, tu dois aller à l'église » ou « Tu dois aller voir un imam pour que l'on prie pour toi ». Il n'y avait jamais eu de besoin de s'asseoir et d'en discuter. Donc, ils vont peut-être s'arrêter de dire cela. Mais parce que c'est un sujet tabou, elles doivent le regarder pour elles-mêmes, explique la photographe. Face à ce mutisme sur la question, la photographe Etinosa Yvonne estime que c'est la société tout entière à se remettre en question son fonctionnement et notamment sa vision de deux sexes. Il va falloir faire beaucoup sur l'éducation. Notre société doit désapprendre cette glorification des hommes et l'objectification des femmes doit cesser. Parce que l'on a une société dans laquelle les femmes ne sont vues que comme des objets propres au désir sexuel à enfanter à l'entretien de la maison. Toutes ces opinions horribles, il faut qu'elles s'arrêtent. C'est difficile pour les gens de dire « Ok, ça se passe », ce n'est pas juste, il faut que ça s'arrête. Mais il faudra s'assurer que les garçons et les hommes participent pour créer un monde plus juste pour les femmes de demain.